L'ordre de service et les mesures coercitives. C'est quoi les mesures coercitives? Les mesures coercitives, c'est-à-dire la mise en demeure et la résiliation. Des sanctions qui sont imposées par le CCAG à partir de l'article 79. Il y a la réclamation, il y a l'arbitrage, il y a aussi la résiliation du marché. La portée de l'ordre de service est devenue grande lorsque le titulaire ne s'y conforme pas. Et après mise en demeure, elle peut faire l'objet de mesures coercitives. Attention, si vous êtes un maître d'ouvrage, chaque mesure coercitive doit commencer par une mise en demeure. Si vous êtes un entrepreneur, on ne peut pas passer directement à la résiliation, à la mesure coercitive. Il faut qu'il y ait une mise en demeure préalable, c'est un passage obligé pour exercer les mesures coercitives, telles que la poursuite des travaux à ses frais et risques, ou plus encore la résiliation du marché. Voilà un exemple type du rôle de l'ordre de service. L'article 79 de CCAG indique que si le maître d'ouvrage constate l'existence d'un vice de construction dans l'ouvrage, l'entrepreneur est constitué en défaut d'exécution lorsqu'il ne se conforme pas soit aux stipulations du marché, soit aux ordres de service qui lui sont ordonnés par le maître d'ouvrage, sauf application des stipulations du paragraphe 5 de l'article 11 de CCAG. Signature avec réserve. Donc, s'il ne se conforme pas, et ça arrive parfois, parce que le titulaire du marché, il ne conçoit pas les difficultés, il ne conçoit pas l'étendue des prestations à exécuter. Et il reçoit l'ordre de service. Il ne veut pas le signer, parce qu'il constate qu'il a mal calculé, qu'il a mal mesuré l'énorme tâche, soit sur le plan technique, soit sur le plan financier, donc il ne signe pas, il refuse. Attention, dans ce cas-là, à partir du moment où le marché a été notifié, que l'approbation a été notifiée, que vous êtes devenu titulaire, l'ordre de service envoyé, il faut qu'il soit exécuté. Sinon, vous vous êtes exposé à des mesures qui peuvent aller jusqu'à l'exécution du marché par une autre personne, mais à vos frais, à vos risques et périls. C'est-à-dire, on prend le montant du marché et tout ce qui est au-delà de l'enveloppe budgétaire qui était prévue, elle est mise à votre compte. Donc, il faut l'exécuter. Donc, soit aux ordres de service qui lui sont ordonnés par le maître d'ouvrage, sauf application des stipulations du paragraphe 1, c'est-à-dire signature avec réserve. Dans ce cas, le maître d'ouvrage adresse à l'entrepreneur une lettre de mise en demeure qui lui est notifiée par un ordre de service, c'est-à-dire il a un ordre de service. Il ne l'a pas exécuté, on lui envoie une mise en demeure par un autre ordre de service. Et l'objet de cet ordre de service, c'est la mise en demeure. Chaque décision prise par le maître d'ouvrage est envoyée par un ordre de service. Ceci pouvant conduire, le cas échéant, à la démolition partielle au total de l'ouvrage si, par exemple, il constate qu'il y a des malfaçons. Selon la jurisprudence en France, on le prend ça par le benchmarking, comme on dit, l'ordre de service s'impose à l'entrepreneur qui doit exécuter les instructions qu'il reçoit et que, même dans le cas où l'entrepreneur estime que ses travaux sont subordonnés à la réception préalable d'autres travaux, elle est tenue d'exécuter l'ordre de service. C'est-à-dire l'exécution des travaux préalables et vous recevez un ordre de service selon la jurisprudence en France, il faut que le titulaire du marché, il faut que l'entrepreneur, son tempère, elle est tenue d'exécuter l'ordre de service qui lui a été notifié. Donc la notification, il faut. Sinon, il faut signaler les réserves, ou bien le refus.
La portée de l'ordre de service. Lorsque le titulaire ne s'y conforme pas et après mise en demeure, il peut faire l'objet de mesures coercitives. En effet, après mise en demeure, il peut faire l'objet de mesures coercitives telles que la poursuite des travaux à ses frais et risques, ou plus encore la résiliation du marché. Le maître d'ouvrage, quelle est la procédure? Le maître d'ouvrage adresse à l'emprunt une lettre de mise en demeure qui lui est notifiée par un ordre de service en lui précisant exactement les manquements relevés et le délai dans lequel il doit remédier à ces manquements. Ou bien pourquoi il ne commence pas les travaux? Il faut qu'il commence les travaux. S'il a refusé de signer, ou bien il refuse catégoriquement même de le recevoir ou de le signer. Ce délai, sauf si le maître d'ouvrage juge qu'il y a urgence, n'est pas inférieur à 15 jours. Il faut donner un délai supplémentaire pour le titulaire du marché de commencer, de faire ce qui a été demandé. Ce délai, sauf si le maître d'ouvrage juge qu'il y a urgence, n'est pas inférieur à 15 jours, à dater de la notification de la mise en demeure. Passer le délai prévu ci-dessus, si l'entrepreneur n'a pas exécuté les dispositions prescrites par la mise en demeure, l'autorité compétente, là, ce n'est pas le maître d'ouvrage, c'est l'autorité compétente, c'est-à-dire soit le ministre, soit le président de la commune ou de la région, soit le directeur de l'établissement public qui intervient, au plus tard le 30 jours après qui suivent la fin du délai fixé dans la mise en demeure. L'établissement d'une régie, quand on parle d'établissement d'une régie, on met le titulaire de marché de côté parce qu'il ne veut pas exécuter et on exécute le marché par voie de régie. C'est quoi par voie de régie? C'est le maître d'ouvrage qui exécute le marché par voie de régie. Et dans ce cas-là, l'exécution par voie de régie, tout ce qui a été dépensé à la fin du marché, on le déduit du montant qui a été prévu au début et la différence, elle est mise à la charge du titulaire du marché. Parce que là, il n'a pas voulu exécuter le marché, il n'a pas voulu commencer, il n'a pas voulu rectifier les manquements parce qu'il y a des malfaçons. Dans ce cas-là, c'est soit la régie, soit on fait appel à un autre entrepreneur qui prend les choses en main et c'est de ce nouveau entrepreneur, tout ce qu'il a exécuté, les frais et tout ça ont été déduits de le montant initial et la différence, dans ce cas-là aussi, elle est mise à la charge du titulaire du marché. Donc, soit par voie de régie, elle est exécutée par le titulaire du marché, soit par un nouveau entrepreneur, et dans les deux cas, à ses risques et périls du titulaire du marché. Il ne faut pas croire qu'en refusant d'exécuter, vous échappez aux conséquences. Il n'y a pas que la résiliation, mais aussi d'autres sanctions, qui peut être la confiscation de la caution définitive et de la caution provisoire, la retenue de garantie, c'est une retenue de garantie, mais aussi par ordre de recette, s'il n'y a pas assez de dépenses, s'il n'y a pas assez de recettes dans la caution définitive, la retenue de garantie, si ne suffisent pas un ordre de recette à l'égard du titulaire du marché pour compléter le montant. Donc, essayez de régler à l'amiable dès le départ, dès la mise en demeure, il faut voir comment régler. Sinon, l'ordre de service, il faut qu'il soit motivé. Les motifs pour ne pas exécuter.
L'établissement d'une régie aux frais et risques de l'entrepreneur, en plus de ça, la résiliation, parce que avant de passer à la régie ou à l'exécution par un entrepreneur, il faut résilier le marché. Et la résiliation entraîne la fin de l'intervention du titulaire du marché. Mais sa responsabilité reste toujours engagée. Elle reste toujours engagée. L'établissement des frais et risques, dans ce cas-là, l'autorité compétente se substitue provisoirement. C'est l'autorité compétente qui se substitue provisoirement à l'entrepreneur défaillant, un régisseur, soit le maître d'ouvrage lui-même, soit un autre entrepreneur pour superviser aux frais. Autrement dit, même si c'est le maître d'ouvrage qui prend les choses en main par voie de régie, soit il supervise directement, soit il fait appel à un autre entrepreneur qui supervise. Il n'exécute pas, seulement superviser. Et pour superviser, il y a des frais. Donc, méfiez-vous, je dis tout ça parce que l'absence d'exécution d'un ordre de service, elle a des conséquences très très lourdes. La définition donnée par l'article 11 CCAG mérite d'être complétée. D'abord, l'ordre est un acte unilatéral. Elle est exécutoire. Le maître d'ouvrage a pour mission de contrôler et de diriger, ça on l'a dit. Et cela même s'il a délégué ce pouvoir au maître d'œuvre. Même s'il le délègue au maître d'œuvre, c'est-à-dire l'architecte, elle reste toujours celui qui dirige. C'est lui le responsable. Parce qu'il s'agit d'une délégation et parfois une délégation de signature. Enfin, un ordre de service ne se borne pas nécessairement à préciser le marché. Il peut également avoir pour objet de le modifier. Et je répète, l'ordre de service, ce n'est pas son rôle de modifier, mais il peut porter des modifications. C'est ça la difficulté. Je vais vous expliquer pourquoi. L'ordre de service est bien sûr utilisé afin de diriger le chantier. Et d'ailleurs, la matérialisation du pouvoir de direction, elle sert dans toutes les situations pour lesquelles l'administration dispose d'un pouvoir unilatéral. Pour commencer les travaux, l'article 31-33 de CCAG prévoit que la préparation globale du chantier est organisée par le maître d'ouvrage. C'est par l'intermédiaire d'un ordre de service que débute la période de préparation. Seul un ordre de service peut prolonger cette période. Prolonger cette période, c'est une modification. Cette phase préliminaire détermine l'organisation du chantier sur le plan calendrier d'exécution, les installations de chantier, les mesures d'hygiène, de sécurité, de protection de la santé des travailleurs. Elle permet une mise en relation de tous les intervenants lors de la phase d'exécution. Lorsque plusieurs entrepreneurs interviennent sur le même chantier, le CPS désigne l'un des entrepreneurs, c'est-à-dire s'il y a 2 ou 3 entrepreneurs qui interviennent, le CPS désigne un parmi ces 3-là, ou 4. Parce qu'il ne faut pas avoir affaire à plusieurs entrepreneurs. Et si c'est un groupement, il y a un mandataire. C'est lui qui reçoit l'ordre de service, comme on va le voir après. À cet effet, un planning général portant sur l'ensemble des travaux est établi par le maître d'ouvrage et l'ensemble des entrepreneurs. Le calendrier des travaux à l'outil, par exemple, l'allotissement, est également élaboré et notifié à ce moment-là. Ensuite, la date de démarrage des travaux est également notifiée par ordre de service. Durant les travaux à proprement parler, le maître d'ouvrage appliquera les obligations contractuelles. Le marché sera, pour ainsi dire, exécuté normalement. Mais des interrogations subsistent, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Comme cela ressort de sa définition, un ordre de service doit en principe se borner à préciser les modalités d'exécution du marché. Elle sert à son exécution et non à sa modification. J'insiste là-dessus parce qu'il y a des ambiguïtés parfois et pour que vous soyez au courant. Toutefois, en pratique, la question est plus délicate puisque les ordres de service peuvent, dans certaines mesures, entraîner la modification du marché. Toute la difficulté est donc de déterminer jusqu'où peut aller l'ordre de service.
D'une part, le CCAG Travaux mentionne un certain nombre d'hypothèses dans lesquelles il est recouru à l'ordre de service pour appliquer le marché public. Parmi ces cas, notifier l'état d'acompte mensuel, faire continuer les travaux au-delà du volume initialement prévu. Je répète, faire continuer les travaux au-delà du volume, c'est l'augmentation dans la masse des travaux, ou bien la diminution, ou bien les travaux supplémentaires. Tout ça par ordre de service. Donc, il y a une modification dans ce cas-là. Néanmoins, cette liste n'est pas exhaustive dans la mesure où les ordres de service ont une fonction générale et précise de tout point du marché qui serait obscur et de direction du chantier. Dans ce cas-là, l'ordre de service ne sert qu'à exécuter le contrat. Les exemples précités ne sont pas exhaustifs. Et non aussi pour modifier le contrat ou de notifier des informations relatives aux modifications. De telles possibilités peuvent laisser perplexe le principe et que même pour le contrat administratif, une partie ne peut être modifiée par l'ordre de service d'une manière unilatérale. Il faut qu'il soit bilatéral, contractuel, et seulement l'avenant qui a un caractère contractuel, c'est un petit marché, peut modifier le marché. Cette faculté unilatérale de la part du maître d'ouvrage pose deux questions. La première est celle de savoir si le pouvoir de modification unilatérale reconnu à l'administration est limité par la restriction des modifications mineures, et des petites modifications mineures qui n'ont pas vraiment. Ou bien, comment s'articule le recours aux avenants et le recours aux ordres de service. Parce qu'on demande de commencer les travaux supplémentaires immédiatement par un ordre de service, immédiatement, et on ne fait pas référence à l'avenant. Donc, si on demande l'exécution des travaux supplémentaires immédiatement par un ordre de service, il y a une modification du contrat. Elle est où l'avenant? L'avenant vient par la suite. Donc, dire que l'ordre de service sert seulement pour définir l'exécution du marché et non pas sa modification, c'est une hypothèse qui peut être nuancée avec les travaux supplémentaires et la modification du volume des travaux demandés. Il est possible que parfois le titulaire ne se conforme pas totalement à ses obligations contractuelles et modifie quelque peu l'exécution de ses obligations. Parfois, les modifications proviennent du titulaire du marché. Or, c'est bien expliqué et bien dit dans le CPS et le CCAG que le titulaire du marché ne doit pas modifier le contrat, ne doit pas modifier ce qui était prévu. Mais parfois, cette modification est bénéfique. Et si le maître d'ouvrage l'accepte, elle peut faire l'objet d'un ordre de recette. Il dit, bon, vous avez modifié, je l'accepte. Mais en même temps, le maître d'ouvrage peut demander d'effectuer des travaux supplémentaires par un ordre de service. L'article 55 du CCAG indique qu'on n'entend pas ouvrage aux travaux supplémentaires, des ouvrages aux travaux qui ne figurent pas au marché initial, que le maître d'ouvrage prescrit à l'entrepreneur par ordre de service, immédiatement exécutable. C'est pour cela que je dis, qu'est-ce qu'il prévoit l'article 55? On n'entend pas ouvrage aux travaux supplémentaires, des ouvrages aux travaux qui ne figurent pas au marché initial. Et on a dit que l'ordre de service, quel est son rôle? Son rôle, c'est le maître d'ouvrage dirige l'exécution du contrat, ce qui est prévu dans le contrat. Or, maintenant, on sort ce qui est prévu dans le contrat. Ce sont des travaux supplémentaires qui ne figurent pas dans le marché, et qui sont demandés par un ordre de service exécutable immédiatement. Et que le titulaire du marché doit s'en tempérer. Qu'est-ce que vous voulez? Il vous dit,
Parce que dans l'ordre de service, qu'est-ce qu'il va faire? Vu l'article 55 de CCAG, vous êtes dans l'obligation d'exécuter ces travaux supplémentaires qui sont nécessaires pour l'exécution du marché. C'est prévu. C'est seulement par la suite que ces ouvrages ou travaux supplémentaires sont constatés par un avenant qui fixe leur nature, leur prix, le cas échéant, le délai de leur exécution. Mais déjà, j'ai reçu un ordre de service exécutable immédiatement. Donc, l'ordre de service n'est pas seulement pour exécuter la procédure du contrat, ce qui est prévu dans le contrat, mais il peut modifier, et les travaux supplémentaires modifient le contrat. Donc, il faut être vigilant. Il faut toujours exécuter, mais demander un avenant en même temps. Je vais commencer, mais je demande un avenant pour formaliser cette demande, parce qu'il dit immédiatement exécutable. Je ne discute pas, je signe, mais je demande en même temps pour préserver mes droits en tant que titulaire du marché. Et en tant que maître d'ouvrage, il faut que je préserve les droits de mon partenaire, qui est l'entrepreneur, en proposant un avenant qui est un petit marché. Ils fixent leur nature, le prix, le cas échéant, le délai de leur exécution. Et ce qu'il constate, l'article 55, alinéa 2. C'est une situation où on peut s'interroger sur l'articulation entre l'ordre de service comme moyen de notification et l'avenant comme outil de modification. Donc, l'articulation entre les deux, on peut s'interroger. Il reste un point que le titulaire du marché doit être vigilant. Comment notifier un ordre de service? Donc, on a parlé de l'ordre de service et son rôle. Son rôle, parfois, il n'est pas seulement de notifier les décisions. Son rôle n'est pas de modifier, mais comme on a vu tout à l'heure, les travaux supplémentaires, c'est une modification du contrat. D'accord? Donc, il faut se méfier. Comment on notifie un ordre de service? L'ordre de service, elle est notifiée de telle sorte que la date soit établie avec exactitude et certitude, la date de réception. Cette notification peut être faite soit par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse du titulaire du marché ou à défaut à son siège social. Comme vous le savez, c'est que dans la déclaration sur l'honneur, on définit l'adresse où on peut contacter l'entrepreneur, le cas échéant dans le siège social, soit par courrier porté, c'est-à-dire il y a une personne qui prend l'ordre de service avec un document, et dans ce document c'est écrit l'ordre de service numéro et un émargement. Je lui tends les deux exemplaires, il signe l'un et elle émarge dans un cahier navette. Comme quoi, j'ai reçu l'ordre de service numéro, donc par courrier porté. Possibilité pour le maître d'ouvrage de recourir à la notification par un huissier de justice. Un huissier de justice est dans la difficulté, soit de ne pas trouver l'adresse, soit que le maître, le titulaire du marché, refuse de recevoir l'ordre de service. En cas de difficulté de notifier par voie normale de l'ordre de service ou de refus
refus de sa réception par l'entrepreneur, dans cette éventualité, la réglementation prévoit l'établissement d'un procès verbal de carence d'abord. Le maître d'ouvrage il doit établir un ordre, un procès verbal de carence. Procès verbal de carence, c'est que je n'ai pas pu notifier l'ordre de service à cette personne, soit par courrier porté, soit par lettre recommandée. Et en cas de difficulté, la notification de l'ordre de service, l'huissier de justice au refus de recevoir la dite notification. L'aide matérielle de l'ordre des services. À noter que la notification par courrier électronique n'a pas été évoquée. Autrement dit, c'est tout ce qui est prévu. Soit lettre recommandée, soit par courrier porté, soit par huissier de justice. Sinon, un courrier électronique n'est pas prévu. On ne peut pas envoyer. Et si vous avez reçu ça, parce qu'il faut qu'il soit... C'est vrai, il y a une mode maintenant avec la dématérialisation, c'est une preuve. Un mail est reçu, c'est une preuve. On peut répondre, mais il n'est pas prévu par la réglementation. Donc, il faut éviter, il faut dire, prière de bien vouloir respecter les dispositions de CCAG, soit par courrier porté, soit par lettre recommandée. La procédure. L'article 11, alinéa 3 de CCAG, a institué un délai de 3 jours à l'entrepreneur pour retourner au maître d'ouvrage l'exemplaire de l'ordre de service signé et daté. Faute de quoi l'ordre de service est réputé être reçu. Autrement dit, dès qu'il reçoit l'ordre de service, il a 3 jours. 3 jours pour répondre. Dépasser ces 3 jours francs, je répète, francs, c'est-à-dire s'il m'envoie l'ordre de service le vendredi, le samedi et dimanche ne sont pas comptabilisés. On peut comptabiliser qu'à partir du lundi. C'est ça la notification. Si je le reçois le jeudi, il commence le vendredi, samedi, dimanche, non, lundi, mardi. Donc 3 jours francs. Dans ce cas-là, si je ne réponds pas, je le mets de côté, surtout si c'est les lettres recommandées. Je reçois la lettre recommandée avec accusé de réception, je signe et je l'oublie. 4 jours, 5 jours, l'ordre de service est réputé accepté. Vous êtes dans l'obligation de répondre dans un délai de 3 jours. Sinon, l'ordre de service est réputé accepté. Méfiez-vous, il faut respecter les délais. Notification par huissier de justice. Possibilité pour le maître d'ouvrage de recourir à la notification par le huissier de justice en cas de difficulté de notification par voie normale ou de refus de s'accéder. L'acte du huissier est classé un temps au-dessus de la lettre recommandée avec accusé de réception, car les garanties sont plus nombreuses et le résultat est assuré. Autrement dit, par un huissier de justice, il a plus de valeur qu'une lettre recommandée. L'huissier de justice est un officier qui est seul habilité à signifier des actes judiciaires ou extrajudiciaires. C'est lui qui notifie des assignations à comparaître, des jugements ou des mises en demeure de faire réception d'un document. Les avantages de la remise en main propre d'un courrier par acte d'huissier sont multiples. La lettre est signifiée à la date du visite du huissier, ce jour-là. Que le destinataire soit présent ou non, ce n'est pas un problème. Un destinataire peut ne pas aller chercher une lettre recommandée à la poste pour gagner du temps, mais c'est impossible avec l'acte d'huissier. C'est-à-dire, je vois une lettre avec accusé de réception. Je reçois
la lettre pour la notification pour aller chercher la lettre. Et j'attends 2 jours, 3 jours pour gagner un peu de temps. Mais l'huissier de justice, non. Le jour où il se présente, à partir de cette date-là, on peut comptabiliser. C'est pour cela, l'huissier de justice, il a beaucoup d'avantages et beaucoup de risques pour le titulaire et l'entrepreneur. Toutefois, la notification de pièces ou de courrier par lettre recommandée avec accusé de réception est fragilisée par la date d'opposabilité à prendre en compte. Celle-ci est variable en fonction de la date de la distribution de la lettre par les services postaux ou de son retrait par le destinataire de la lettre. C'est ça ce qui fragilise. Si celui-ci ne reçoit pas ce courrier dans les délais, en haut ne le retire pas, celui-ci n'est pas valable. Même si vous avez avec accusé de réception, il ne l'a pas reçu, il l'a laissé, par exemple, le délai que accorde la poste, c'est-à-dire 15 jours s'il n'est pas retiré, il est retourné. Donc, cette lettre et cet ordre aussi n'a pas de valeur. Elle est contre le titulaire, le destinataire. Et à ce moment-là, la difficulté de notifier l'ordre de service et peut être remédié par le huissier de justice. Certains destinataires refusent de prendre part les courriers, pensant ainsi échapper à une procédure. Il est donc préférable de faire signer par acte de huissier. La date retenue est en effet sans aucune discussion, ni incertitude, ni contestation. Celle de la signification de l'acte par l'huissier, laquelle fait foi jusqu'à inscription de faux. Et le contenu de l'acte est dressé dans le respect des règles juridiques. Donc, l'huissier de justice est le seul professionnel de droit assermenté à être habilité à transmettre les actes judiciaires et extrajudiciaires à leur destinataire par voie de signification. Donc, pour le maître d'ouvrage, s'il y a une difficulté, elle est souhaitable, elle est préférable de recourir à un huissier de justice. Parce que, en cas de difficulté, c'est seul l'huissier de justice peut vous sauver de difficultés. Cette position est confirmée par la jurisprudence qui rappelle que le délai de notification d'un document court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée. La réception et le reçoit ou de la signification de l'acte du huissier de justice. La date de réception d'une notification par la lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes, parce que dès que vous recevez ça, la poste appose un cachet avec la date. À partir de cette date-là, la date de 3 jours commence à courir. La signification par l'acte de huissier, l'ordre de service est conforme que le maître, et comme le maître d'ouvrage ne commet pas de faute en faisant remettre par un huissier de justice au titulaire du marché l'ordre de service. Si il envoie par un huissier de justice, c'est à partir de cette date-là que le PV de carence est notifié au maître d'ouvrage et que le maître d'ouvrage, dès qu'il reçoit ça, cette date-là commence à courir les démarches coercitives qui vont être prises par le maître d'ouvrage. Le destinataire en cas de sous-traitant ou co-traitant. Quand on parle de sous-traitant, c'est une chose, le co-traitant, c'est le cas du groupement. Quand il s'agit d'un titulaire, d'un entrepreneur, ça ne pose pas de problème. Sauf qu'on s'interroge sur le cas où il y a un sous-traitant. Peut-on lui notifier l'ordre de service? Deuxième cas, c'est le cas de groupement. Est-ce qu'on va notifier à tout le monde? Question. KSM, parfois, il pose un certain nombre de problèmes. Sauf que sur le plan juridique, il n'y a pas de problème. Tout est clair.
Tout est clair dans la mesure où, en ce qui concerne le sous-traitant, le contrat initial entre le titulaire du marché et le maître d'ouvrage. La notification doit être effectuée seulement et uniquement, rien de plus qu'au titulaire du marché. S'il est un sous-traitant, il n'est pas concerné par l'ordre de service, absolument pas. Et pour cause, comme on l'a dit déjà, c'est qu'il n'y a aucun lien juridique entre le maître d'ouvrage et le sous-traitant. Tout ce qu'il fait, le maître d'ouvrage, en cas de sous-traitance, c'est qu'il est obligé d'agréer ou ne pas le sous-traitant. C'est-à-dire que l'exécution du marché est confiée au titulaire du marché. Donc, il n'y a pas de problème sur ce point-là. Le titulaire du marché est obligé d'exécuter personnellement. D'ailleurs, il n'a pas le droit de sous-traiter la totalité du marché, hein. Ça c'est la règle. Il peut sous-traiter à concurrence de 50% du montant du marché. Mais le titulaire, c'est à lui que le maître d'ouvrage doit notifier. Et si vous êtes titulaire, il ne faut pas s'attendre que le maître d'ouvrage va notifier quoi que ce soit au sous-traitant. Donc, ça, c'est clair. Notification, maître d'ouvrage, titulaire du marché et pas de sous-traitant. Le cas de groupement, quelle que soit la forme du groupement, solidaire ou conjoint, il est toujours un mandataire. Et ce mandataire, elle est l'interlocuteur entre le maître d'ouvrage et le groupement. Cette précision sur la notification est importante parce qu'elle conditionne l'émission des réserves. C'est là où le problème se pose aussi. Qui est habilité à émettre des réserves? Ce n'est pas le sous-traitant, bien sûr. Mais ce n'est pas les autres membres du groupement, mais le mandataire. C'est lui l'interlocuteur parce qu'il est une convention, parce que c'est lui qui a été désigné pour qu'il soit l'interlocuteur du maître d'ouvrage. Seul le destinataire des ordres de service est compétent pour les émettre. Et dans le cas, en l'occurrence, c'est le mandataire du groupement. C'est lui qui doit émettre ces réserves-là. Le titulaire reçoit l'ordre de service en 2 exemplaires. Il doit en renvoyer un avec signature et la date de sa réception. La signature qui a été posée, c'est la signature du mandataire, ni plus ni moins. Donc, dans ce cas-là, la notification doit être faite au titulaire du marché et au mandataire. Pour résumer, titulaire, mandataire, et pas de sous-traitant.